Monsieur le directeur, mon cher Guillaume, Sandra et puis des amis, écoutez, après ces belles paroles, ce soir ici à Lausanne, pour aborder et vous présenter un thème qui, en tout cas, personnellement, m'interpelle beaucoup. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai, mais les temps présents sont peut-être, contrairement à ce que nous voyons, une certaine évolution positive au point de vue des technosciences, mais sur le plan humain, rien n'est moins sûr que nous suivions un développement satisfaisant. Non. Voilà. Alors, peut-être avant d'introduire mon sujet, éduquer aujourd'hui, est-ce encore possible? Et déjà pour le titre qui est annoncé, c'est éduquer, aussi, veut-on encore éduquer aussi? Donc, est-ce encore possible? Il faudrait savoir aussi si on veut encore éduquer aujourd'hui, et encore vous se demandez si on sait encore éduquer aujourd'hui. Donc, le titre est synthétique, mais il est en sous-jacent de ce titre, il faut savoir qu'il y a aussi la question savoir éduquer, pouvoir éduquer et vouloir éduquer. Vous verrez tout à l'heure, je vais revenir sur ces trois nuances, et c'est ce qui va se trouver au cœur même de mon propos. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce matin, donc, pour vous rejoindre, comme tous les matins, je trouve dans ma boîte aux lettres mes journaux, et celui de ce matin, le journal Le Soir de Bruxelles, le Belge pessimiste pour ses enfants. Vous voyez que c'est loin de s'arranger. Le Belge pessimiste pour ses enfants. Donc ce petit pays dont vous avez entendu parler et dont certains sont issus, les Belges d'aujourd'hui s'inquiètent et pensent que leurs enfants n'auront plus la vie de qualité qu'eux-mêmes ont connue. Et pourtant, et par ailleurs, vous savez aussi que nous fêtons aussi le 100e anniversaire d'une période qui a été très terrible, à la fois pour la Belgique, la France et les pays d'Europe, puisque la Grande Guerre aussi. Enfin bref, le XXe siècle a été le siècle des catastrophes et en même temps aussi le siècle d'une grande espérance. Mais aujourd'hui, est-ce que cette espérance continue? Pas sûr. Et puis, si vous tournez la page, vous avez immédiatement après PISA, quand les problèmes nous posent problème. Et là, vous retrouvez le classement des populations, les bien classés, la Corée, le Japon, le Canada, et puis le quatrième, la communauté flamande. Ce sont nos amis flamands, qui se classent quatrième, chapeau, formidable, alors nous les félicitons. Et puis il faut arriver à la 23e place pour trouver la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, c'est dire que là aussi, c'est de très sérieux problèmes pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça veut dire pour la communauté française. Que de problèmes, de quoi demain sera-t-il fait? Personne aujourd'hui ne peut savoir où nous allons, mais on est sûr qu'on ira. On ira, mais où? Allez savoir. Alors, un autre point aussi, avant d'entrer dans le sujet, c'est que pour avoir été instituteur pendant 8 années, ce qui m'a beaucoup marqué de cette période, ce que j'ai emporté de cette période, c'est d'avoir constaté, observé, touché du doigt, l'immense souffrance d'être enfant. Ouais, ça c'est une chose que j'ai emportée de cette période et que cet aspect ne m'a plus jamais quitté. C'est dur d'être enfant, c'est pas facile. Ça en coûte. Ça en coûte de grandir. Et ça, c'est un aspect dont les adultes, par la suite, ne sont pas toujours très conscients. Et donc, ça, j'ai vu ça de près. Et en même temps, j'ai vu des enfants avec des compétences absolument extraordinaires et qui rentraient à la maison avec des évaluations absolument catastrophiques. Et c'est à cette époque où j'ai vu des enfants
Et cet exemple m'a tellement bouleversé que je vais vous le résumer très vite. C'est Louis qui parlait très peu, Louis qui était souvent à l'écart, même sur la cour de récréation, qui jouait à peine, qui évitait parfois de venir à l'école et que j'ai approché et je suis entré un peu dans son univers. Essayé de savoir où il allait quand il ne venait pas à l'école et qui me répondait, moi je reste dans mon poulailler, je caresse mes poules. Je ne vais pas à l'école, mais je caresse mes poules. Ou alors je vais au bord du ruisseau hein, et je partage ma vie avec celle des rats musqués. Hein, et j'accompagnais ce Louis hein, au bord de l'eau et il m'a appris énormément de choses sur la vie des rats musqués. Hein, le matin, le soir, toutes leurs pratiques éthologiques. Louis était un des premiers éthologues hein, que j'ai rencontré dans mon existence. Et puis un beau jour, il est arrivé à l'école à 9h le matin avec une boîte qu'il a ouverte en me disant « Regardez monsieur, regardez », et il parlait très, très mal, très peu. Et effectivement, je vois tous des mécanismes de roues dentées qui fonctionnent, clic, clac, et il y en avait plein la boîte. Je dis, c'est formidable, vite, on va entrer, tu vas nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, et quel est un peu le mécanisme et la finalité de cet ensemble. Et puis, on se met autour de la table, et à ce moment-là, je dis, voilà, Louis, tu as la parole, tu nous fais une présentation de ce que tu nous apportes. Il ouvre la boîte, les mécanismes sont en panne, rien ne se produit. Jamais je n'ai vu un visage avec porté une telle souffrance. Plus rien ne bougeait, rien ne fonctionnait. On prend un moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, mon incompétence étant totale à cet endroit, je ne peux qu'observer. Je lui dis, bon, Louis, c'est pas grave, pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais on verra demain, on verra par la suite. D'accord, donc les élèves, les enfants reprennent leur place et la matinée se déroule. J'avais à l'époque 3 années, première, primaire, deuxième et troisième, et donc il y avait trois activités de langue maternelle, 3 activités de calcul arithmétique après la récréation. Et à midi moins 1 minute, il y a Louis qui lève la main et dit « Monsieur, ça marche ». Ah, tout le monde revient autour de la table et effectivement, c'était vraiment spectaculaire, ce mécanisme. Vous qui êtes ici en Suisse et qui avez une longue tradition des horloges ou de la mécanique, c'était vraiment une multitude d'horloges, c'était formidable. Et puis, Louis était extrêmement heureux, les enfants étaient très contents de voir ce mécanisme. Et puis, je lui dis, mais Louis, explique-moi un peu, à 9h, rien ne marchait, et à midi, ça fonctionne. Que s'est-il donc passé ? Ah, il me dit, c'est très facile, monsieur, regardez. Il y avait 3 niveaux de mécanismes. Donc un premier niveau, en dessous de ce premier niveau, il y avait un deuxième niveau et puis un troisième niveau. Et il me dit, vous voyez dans le 3e niveau, là-bas, tout dans le fond de la boîte, là-bas, il y avait une roue dentée, il y avait une petite bille qui était sortie de cet endroit et qui bloquait le mécanisme. Et à partir de ce blocage, tout était bloqué. Ah bon ? Ah oui, et alors, qu'as-tu fait? Ah écoutez, monsieur, j'ai démonté le premier niveau, j'ai tout démonté, j'ai démonté le 2e niveau, je suis allé au 3e niveau réparer, remettre en marche ce mécanisme, j'ai remonté le 2e niveau, et le 2e et le 1er niveau, et ça marche. Eh bien, mon Louis avait fait tout ça, ses 2 mains dans le banc, en me regardant toute la matinée. Donc toute la matinée, avec un comportement d'enfant normatif, il était parvenu avec donc ses mains à démonter autant de mécanismes, une compétence dont j'étais admiratif. À partir de ce jour-là, d'ailleurs, je suis allé lui chercher un moteur chez le mécanicien du village. Je lui ai mis un moteur dans la cour de récréation, dans le préau. Il est devenu le maître de la mécanique et il nous donnait des leçons magistrales. Voilà. Donc, moralité, la situation est critique, la situation est difficile, mais elle n'est jamais désespérée. Ça, c'est voilà, les balises de ce que j'ai à vous dire. Mais il faut donc bien que nous regardions la réalité des choses.
Et toutefois, il est de notre rôle, aussi de notre mission, mais il est aussi de notre condition, c'est en tant que pédagogue, c'est de rester confiant. Et ce que nous allons essayer de vous montrer les endroits où nous pouvons, envers et contre tout, garder confiance. Et garder une confiance nécessaire pour le développement futur et le développement d'aujourd'hui même. Voilà. Ceci étant, éduquer aujourd'hui, est-ce encore possible? Ce que je voudrais rapidement aussi, attendez, vous indiquer, je vais revenir à ceci. On va jeter un rapide coup d'œil, un tout petit rapide, voilà ici. Dites-moi si vous connaissez ceci, si ça vous dit quelque chose. Vous avez au moins entendu, reconnu un successeur à Jacques Brel, qui a un succès considérable, donc Stromae, et on va regarder quelques paroles, parce que si vous... Voilà, donc Stromae a un grand succès aujourd'hui, mais ce qui est assez essentiel, c'est de voir quelles sont les paroles qui rencontrent aussi ce succès. Alors ici, vous allez en quelques-unes, je vais vous en montrer d'autres. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Et évidemment, il faut comprendre qu'il s'agit du père. Son père, très tôt, disparaît de la famille. Donc Stromae va grandir auprès de sa mère. Il a des frères et sœurs, mais le père étant absent. Et donc voilà aussi une souffrance qui est chantée. Et puis, voyez, écoutons un peu, lisons un peu les paroles. Elle dit, parce que la mère ne lui dit pas ouvertement qu'il a quitté, voire abandonné famille et enfants. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très, très souvent travailler. Maman dit, travailler c'est bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler. Il sait c'est le texte exact de la chanson, qu'il ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Je me suis déjà demandé, on pourrait refaire la chanson, sacré maman, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté sur mes doigts. Quoi qu'on y croie ou pas, il y aura bien un jour qu'on n'y croira plus, un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donnent naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui tient, tout le monde sait comment on fait les bébés, mais, et voilà la phrase qu'il faut vraiment encadrer, mais personne sait comment on fait des papas. Et voilà une question que moi j'appelle ça une question de mutation de civilisation. Personne ne sait comment on fait des papas, personne ne sait comment on fait des mamans. Et voilà, cela nous est crié en pleine figure. Voilà un élément qui fait partie aussi de peut-on encore éduquer aujourd'hui. Et je dirais même en l'absence même de ce papa, vous voyez ce qu'il représente dans l'univers mental de Stromae, de ses frères et sœurs, de sa famille. Il n'est pas là, mais on parle de lui. Ce rôle, le rôle de ces personnes qui font partie de ce possible développement, ce nécessaire développement, et qui vont jouer donc un rôle considérable dans l'émancipation de chacun de nous. L'être humain ne se développe pas seul, ça c'est certain. L'être humain est un être de relation. Et donc, quels sont et à quel endroit? Vous aurez donc vite compris, y compris avec mon Louis, que j'ai très vite compris que les efforts que je pouvais entreprendre au niveau de l'école étaient largement subordonnés au contexte culturel d'une famille. Et je vous donne déjà la conclusion que je reprendrai tout à la fin de ma présentation, mais je vous la livre. Je l'emprunte à Sartre. Sartre qui dit quand les parents ont un projet pour leur enfant, l'enfant a un destin. Quand les parents
ont un projet pour l'enfant, l'enfant a un destin. Quand l'enseignant a un projet pour ses élèves ont un destin. Quand les politiques ont un projet pour les citoyens ont un destin. Donc cette phrase de Sartre, je pense qu'il faut la saisir, il faut la travailler, hein, et il faut la situer. Voilà, donc j'ai cité les politiques, les enseignants, les parents. Eh bien, c'est mon propos de ce soir, c'est de dire que les politiques, les enseignants, les parents, même combat. Nous sommes maintenant engagés dans le même combat. Hein. Donc, personne ne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, il faut le sucer de son pouce ou quoi. La révolte aussi, la révolte, dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Mais cette révolte des enfants, ce besoin, cette demande, cette exigence d'être éduqués, d'être au contact, hein, et d'avoir ce réseau d'affection, hein, d'attachement. Ça, c'est la réalité d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ça ne risque pas de changer. Voilà, où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Donc, je voulais vous montrer, je trouvais que cette chanson était tellement belle, hein, et si elle a tant de succès, c'est qu'effectivement, on y trouve un commentaire extrêmement important. Alors, nous revenons maintenant à notre sujet. Je voudrais vous donner quelques faits préoccupants, vous montrer quelques grandes questions, vous dire que nous entrons dans une nouvelle culture, aborder le sens d'éduquer, qu'en est-il? Vous montrer une séquence extraite d'un excellent document, ce ne sera qu'un court moment que je vais utiliser, les mémoires de l'enfant. Ensuite, savoir qu'il faut aussi que nous trouvions des réponses, parce que, évidemment, des problèmes, c'est bien, on les repère, mais encore faut-il avoir l'audace de proposer des pistes. Donc, elles sont là, enfin, elles sont là quelques-unes. Puis, jeter un œil aussi, si nous en avons le temps, pour vous dire que d'hier à aujourd'hui, le monde a terriblement changé, mais se cache aussi derrière ce changement un certain immobilisme. Je m'en expliquerai tout à l'heure. Et puis je terminerai par cette proposition que je fais, que nous faisons dans notre Association internationale d'éducation familiale. C'est récent, c'est nouveau. Nous, maintenant, pour faire face à la multiplicité des problèmes que rencontre cette société et ses membres, je m'expliquerai tout à l'heure, je ferai cette proposition de créer des cités de l'éducation. Et déjà, pour nos collègues et amis venus d'Afrique, je vous dirais qu'à cet endroit, il y a un proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». C'est un proverbe africain. Il est merveilleux, ce proverbe. Ce proverbe nous enrichit, hein, et je suis heureux de vous le dire. En tout cas, pour la culture africaine, nous en prenons bonne note, et je m'en expliquerai tout à l'heure. C'est une voie d'avenir. Les problèmes sont tellement nombreux, nous sommes dans un monde tellement éclaté que la solution, c'est de retourner au village, à la ville, à la cité, pour organiser, en tout cas prendre tous ensemble conscience de l'importance de notre mission, de notre rôle et de notre influence. Voilà. Et puis un mot de conclusion. Donc si vous êtes d'accord, nous aurons ensuite un échange, hein, si vous voulez bien. Alors, des faits préoccupants, c'est pour vous montrer en quelque sorte le désarroi dans lequel nous sommes tombés. Et je vous en montrer un premier. Et voici, il a 2 ans, il se prénomme Hardy. Il serait devenu dépendant au tabac à cause de son père qui lui aurait donné une cigarette à l'âge de 18 mois. Il est devenu une triste vedette de l'Internet. Alors vous avez compris pourquoi j'ai choisi éduquer, c'est encore possible. Vous aurez compris que à partir du moment où on en est dans ce genre de comportement, d'assuétude, il faut s'interroger sur quel est l'impact, l'origine, les effets que de tels comportements vont pouvoir entraîner.
Et aussi, quels sont les bénéfices que l'individu qui commet de tels actes peut-il retirer de cette éducation? Enfin, je ne parle pas d'éducation dans ce genre de situation. On verra tout à l'heure. Un autre exemple, un bébé de 9 semaines disparaît, dans un des journaux de la ville de Mons, un bébé de 9 semaines disparaît, les carences se complétaient. Père et mère, les carences se complétaient. Carences. Oui. Au début du XXe siècle, nous fêtons en Belgique, en tout cas, le 100e anniversaire de l'école obligatoire, chez nous. Et donc le XXe siècle a été le siècle de l'école. Nous poursuivons d'ailleurs sur la lancée, bien malgré les difficultés que nous rencontrons. Le problème de l'éducation familiale sera peut-être le problème du XXIe siècle. En tout cas, c'est le pari que je fais, c'est que le XXIe siècle pourrait devenir le siècle de la famille, quelle que soit sa structure conjugale et autres, les différentes compositions des couples, y compris des situations de famille monoparentale et autres. Donc, le milieu, le lieu, l'espace dont l'enfant a un absolu besoin, qui s'intitule encore aujourd'hui famille, il faudra s'interroger sur les effets en tout cas, de ce lieu, au même titre qu'on a été amené à s'intéresser aux entreprises qui exigeaient de nos enfants une maîtrise de langage technique. C'est pourquoi les écoles ont été créées. Et aujourd'hui, pour vivre aujourd'hui, il faudra peut-être aussi, je ne pense pas créer des écoles d'éducation familiale, mais en tout cas des espaces, on en parlera tout à l'heure. Un autre exemple, initié au sexe à 5 ans. C'est à Nivelles. Nivelles, c'est une ville près de Mons. Initié au sexe à 5 ans. Les pactes suicidaires, 2 jeunes filles à Gosselies, en juin 2008, décident d'en terminer. Imaginez le désarroi des proches, des familles. À Mulhouse, une mère dans le journal Le Monde, sur une même page, en haut de la page, vous avez une mère coupable de défaut d'éducation, elle sera sanctionnée et elle sera condamnée à 1 mois de prison avec sursis. Et puis elle va témoigner en disant « Mais que voulez-vous? J'ai tout fait pour l'éducation de mes enfants. J'ai leur acheté des Nintendo, il y en a plein à la maison. Mais la nuit, je suis épuisé, je dois prendre un somnifère. » Et donc, il quitte le domicile familial. Et puis, évidemment, je ne peux pas les surveiller dans ces conditions et les conséquences sont catastrophiques. Condamné, donc, défaut d'éducation. Et sur la même page, juste, si vous connaissez Mulhouse, Colmar est à 20-25 km, là, on propose un stage parental obligatoire à certaines personnes. Donc, si cette mère avait pu participer à un stage parental, peut-être qu'elle aurait été encadrée, peut-être que... Voilà. Donc, on est vraiment, vraiment là, au pied du mur. Vous voyez l'incohérence. Nous avons un problème de culture, un problème d'éducation, un problème d'émancipation, un problème de développement, un problème de vie. Et les choses sont pour l'instant fortement éclatées. On va essayer un peu de faire tentative de faire le ménage face à une situation comme celle que nous connaissons. Alors, du côté de grandes questions, si vous voyez la littérature, c'est quelques exemples, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est quelques exemples représentatifs. Voici un exemple qui a fait quelques bruits en France il y a quelques 2 ou 3 ans. Nos enfants sous haute surveillance, ça veut dire que le dépistage précoce des troubles de la conduite chez les enfants de 2 à 6 ans, c'est à l'époque de Sarkozy. Et Sarkozy a d'ailleurs pris ensuite une commission pour mettre ces aspects, ces éléments en examen. On imaginait qu'on allait dépister, chez le dépistage précoce, des troubles de la conduite. On était presque revenu au génétisme, essayer de voir s'il n'y avait pas un gène quelque part nocif qu'on allait éventuellement approcher et peut-être contrôler. Donc, évidemment, on savait ce qu'il en est. Cette aventure a été combattue par la plupart des psychiatres et des psychologues et des pédagogues. Et en tout cas, ça a le mérite d'avoir attiré l'attention sur les troubles, sur les difficultés des jeunes enfants à vivre. Ça, c'est essentiel, les troubles, les difficultés précoces des jeunes enfants.
quant à la causalité. Autre question aussi, c'est le problème de concentration. Vous voyez dans la presse, les enfants ont des problèmes de concentration, donc les médications qui s'en suivent et que l'on propose aux familles et aux enfants. La fatigue, nos enfants aussi ont des périodes de fatigue, évidemment. Si on regarde le taux d'activité qu'on leur propose, c'est loin d'être étonnant. Les difficultés scolaires qui sont toujours là. Et donc, encore une fois, l'école qui, en tout cas, les notes, enregistre, fait apparaître ces difficultés scolaires et qui reste, en tout cas, dans son champ d'activité, prend difficilement en compte les causalités de ces difficultés scolaires. Prend difficilement en compte les sources de ces difficultés scolaires. Oui. Et je vous dis une des phrases pour vous faire comprendre rapidement, parce que c'est aussi une phrase que j'ai entendue dans mes travaux, une enfant de 4 ans et demi qui me dit « Moi, monsieur, plus tard, j'irai travailler au chômage comme papa. » Bon, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, hein? Et puis vous étonnez qu'on a des difficultés scolaires. Ben non, l'enfant est très cohérente avec elle-même, avec son milieu. Donc, oui, je voudrais plaider en faveur des enfants, en faveur des élèves, et même en faveur des parents. Donc, mon propos ce soir, c'est de plaider en faveur de tous les acteurs pour vous dire « plus rien ne va ». Et pourtant, nous sommes pleins de richesses. Et pourtant, je fais le pari que nous avons la clé de succès en poche. Voilà un peu le cadre de mes propos de ce soir. Et je vais essayer un peu d'illustrer ce que je viens de vous dire. Les souffrances. Donc là, je suis vraiment, vraiment préoccupé par ce... Jamais l'être humain n'a connu un taux de souffrance psychique aussi élevé. Nous quittons un tant soit peu les souffrances physiques. Les technosciences nous amènent aujourd'hui, je dirais même une surpuissance sur le monde physique, sur le corps, sur la domination de la souffrance physique, mais les souffrances psychiques ont pris vraiment, ont quintuplé, et je ne sais même pas quelle formule il faudrait employer pour dire à quel point elles ont augmenté sur les souffrances psychiques. Les souffrances identitaires, mais j'y reviendrai tantôt. Donc, le danger que nous courons, que nous voyons un peu partout, c'est de considérer que ces défaillances sont ancrées dans les enfants. Et donc, je plaide pour les enfants pour dire non, pas du tout, pas du tout. L'environnement, aujourd'hui, reste et encore et toujours très prégnant, a un rôle considérable, joue un rôle très, très important, avec une base génétique sans doute, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais sans environnement de qualité, avec une base génétique de qualité, l'individu restera petit, un faible développement, et ainsi de suite. Donc, l'environnement reste encore et toujours le lieu où il convient de nous rassembler pour le mettre en examen. Laissons les spécialistes travailler sur la partie génétique. Après les années 50 et 60, et surtout les années 50, où Cyril Burt, ce chercheur anglais, nous avait complètement berné avec le côté donc génétique chez les jumeaux, nous faisant croire que l'intelligence était génétique. Et donc, après avoir étudié un certain nombre de jumeaux, et donc il nous a fait croire pendant des années que quoi que l'on fasse, l'intelligence étant génétique, il suffisait d'apparaître dans un milieu, avoir les éléments de base, et puis l'individu se développer. Évidemment, Burt on a dévoilé la supercherie, c'est un chercheur allemand qui a dévoilé cette supercherie. Les travaux de Cyril Burt ont été complètement inventés. Mais entre-temps, il a été ennobli en Angleterre, et donc on a découvert ces éléments après son décès, après sa disparition. Mais le mal était fait. Le mal était fait. Donc, pendant plus d'une décennie, il est entré dans la tête des responsables qu'il n'y avait pas tellement d'espoir d'améliorer notre condition et notre espèce, alors qu'aujourd'hui, on sait, c'est prouvé,
que l'on peut augmenter de 30 points le quotient intellectuel de l'enfant, à partir du moment où on agit sur son environnement. C'est montré, démontré, prouvé. Voilà, alors un autre exemple, les mères sous influence du côté des parents. On a aussi une littérature qui, de la cause des femmes à la cause des enfants, on voit apparaître un mouvement qui nous dit les femmes au foyer, il faut donc éviter que les mères partent au travail ou quittent le foyer. Il faut donc, c'est sans doute une proposition à discuter, à travailler et surtout à ne pas négliger. Il n'empêche que les mères se socialisent au travail, elles ne se socialisent plus ou très peu par la famille comme ce fut le cas. Il faut l'accepter. Et ce n'est pas amoindrir la question ni son influence. Son influence est autre. Il faut savoir que le premier qui a quitté la famille, c'est le père. Fin du 19e, l'ère industrielle, il va travailler dans l'entreprise. Auparavant, nous avions une situation agraire, et donc on apprenait au contact de ses parents, et puis le père part à l'usine, à l'entreprise. Puis c'est l'enfant qui quitte la famille, c'est l'enseignement obligatoire, et on va le former dans les internats la plupart du temps pour aller travailler dans l'entreprise. Et il faut attendre la fin du XXe siècle pour que la mère, la femme au foyer, quitte le foyer par le travail, va donc développer sa socialisation. Donc les trois personnes, le père, l'enfant et la mère, ont quitté le foyer, et aujourd'hui en fait, ce n'est pas le foyer qui a éclaté, c'est plutôt les trois personnages qui ont quitté le foyer qui reviennent aujourd'hui pour se ressourcer, pour se construire une identité dans un nouvel espace qui s'appelle encore et toujours famille. Nous allons voir un peu cette évolution, mais voilà. Donc il y a à l'heure actuelle des ouvrages intéressants à observer, mais il ne faut pas regarder l'avenir dans le rétroviseur. Les mères au foyer ont un rôle important, comme les pères aussi ont un rôle important, mais en tout cas aussi l'émancipation de la femme est une donnée incontournable, est une donnée majeure, c'est une donnée d'émancipation de la société. Oui. Donc voilà, il y a des faits de société qui nous enrichissent et face auxquels il ne faut surtout pas craindre, en tout cas il faut y penser, y travailler. Donc le destin des femmes passe désormais par le bien-être de l'enfant tel que le définissent les experts. Bon, ça c'est voilà, une idée qu'on trouve dans la littérature. Autrement dit, aujourd'hui, on trouve de tout, hein, dans des sens très divers. Et ce n'est pas toujours aisé donc de clarifier un peu les tendances et de dessiner les voies, les voies de qualité, et les voies du bonheur, hein, il faut le dire, du développement et de l'émancipation. Alors, ceci étant, dans ce désarroi, dans cette société éclatée, on voit que toutefois apparaît une nouvelle culture, et notamment cette nouvelle culture nous montre que le travail devient beaucoup plus adaptatif, mais aussi qu'il y a beaucoup de stress, et le stress pose un immense problème au développement humain aujourd'hui, à cet endroit. Stress au travail, stress dans la société elle-même. La vulnérabilité psychique aujourd'hui s'est accrue. Hein, et on assiste notamment pour la région à laquelle j'appartiens en Belgique à un taux de suicide effrayant. Nous sommes dans le peloton de tête du taux de suicide. Et dans le petit village où je réside, nous assistons à des situations inacceptables à tout point de vue et pour lesquelles nous sommes complètement démunis en termes de suicide. Ça va d'une mère qui vient d'accoucher de son 4e enfant et qui met fin à ses jours, un adolescent qui est en rupture sentimentale, et puis d'autres en rupture sociale. Enfin voilà, nous sommes en situation de grande misère psychique, sociale. Les tensions sont de plus en plus multiples, variées, les violences humiliantes. Chez les jeunes, si vous voyez sur les réseaux sociaux, vous verrez, on est obligé maintenant de mettre en place des programmes pour protéger les jeunes contre les violences humiliantes qui circulent sur les réseaux sociaux. On détruit, des jeunes se trouvent
en situation de destruction. On met des images, le copain qui met l'image de sa copine, qui est une image privée, intime de sa copine, sur le réseau. Le jour suivant, elle nous quitte. Donc nous vivons dans cette instabilité, dans ce monde de séparation. Et pourtant la séparation, c'est un élément central dans le développement humain. On s'en est pas rendu compte à quel point tous les jours nous nous séparons d'objets, de personnes, et donc sans que jamais il n'y ait eu la moindre préparation à la séparation. Enseigner, oui, apprendre à lire, oui, apprendre à compter, oui, mais apprendre à se séparer d'objets, de personnes. C'est une interrogation totalement nouvelle. Je ne connais pas de texte sur ce point, sauf que la conscience est en train d'apparaître et de se développer. La surstimulation familiale aussi. Donc des enfants qui, à 4 heures, ont une heure de musique, à 5 heures, une heure de sport, à 6 heures, c'est une autre activité, et donc une surstimulation familiale à côté de la stimulation scolaire, donc des enfants qui sont vraiment avec des programmes, avec des horaires impossibles. Et aussi un autre élément qui est important, la socialisation n'est plus celle d'hier. La socialisation se fait de plus en plus par ce qu'on appelle par frottement, par contact. Donc là, à la fois l'école a repris un rôle important, cet endroit, c'est un lieu où les enfants apprennent à se frotter les uns aux autres, mais souvent négativement, cruellement. Donc c'est un élément qui est là, qui est présent, et comment transformer cette socialisation par frottement de façon à ce qu'elle se bâtisse de manière positive pour l'identité de la personne. C'est le bonheur à tout prix, mais à quel prix? À quel prix? L'individu a de plus en plus de peine à postposer. Ses besoins sont de plus en plus immédiats. La séduction est devenue un axe capital dans l'existence d'aujourd'hui, surtout dans les familles recomposées. Si le nouveau conjoint ne parvient pas à séduire les enfants de sa compagne, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. J'ai été amené à suivre quantité de couples qui se sont séparés par défaut de maîtrise de cette séduction qui est loin d'être inquiétante ou malsaine. Pas du tout. La séduction permanente est incontournable. On y reviendra tantôt aussi. Et puis l'ancrage dans le monde virtuel. Dans le monde virtuel, c'est depuis 15 ans maintenant, bientôt 20 ans, le monde virtuel a pris un développement considérable. Des collègues me disent rencontrer certains de leurs étudiants sur les réseaux sociaux, dans des expressions extrêmement intéressantes et dynamiques et positives, et puis quand ils le retrouvent en présentiel, c'est la catastrophe. C'est la timidité, c'est le retrait. Donc on assiste maintenant à une espèce de dissociation de la personne, donc la personne virtuelle et la personne réelle. Il va falloir gérer aussi ce problème, il faut s'en préoccuper. Les assuétudes, bien entendu, il y a les drogues, le tabac, les alcools et autres, y compris d'ailleurs même les technologies. Vous savez, des enfants qui se mettent devant du matin au soir, télévision, ordinateur, réseaux sociaux. Les assuétudes, ça répond à quel besoin et quelles conséquences peut-on en retirer? Donc, cette nouvelle culture, elle a toutes ces interrogations qui nous interpellent, mais aussi, il y a des aspects sur lesquels on peut compter. Notamment, le niveau monte. C'est le titre d'un ouvrage, le niveau monte, effectivement. L'école, malgré son cortège de difficultés, le groupe humain améliore son niveau de compétences sur le plan intellectuel. Nous avons aussi des progrès considérables en termes de longévité. Un enfant qui naît aujourd'hui est appelé à être centenaire. On ne vit plus aujourd'hui, on n'éduque plus aujourd'hui, on n'enseigne plus aujourd'hui de la même façon.
à une population qui avait une espérance de vie, en début du XXe siècle, c'était, si je ne me trompe, 52 ans pour les hommes, 54 ans pour les femmes. Centenaire aujourd'hui. Et la nature humaine est programmée pour vivre 120 ans. L'environnement fait des dégâts multiples. Et donc là, la longévité va nous obliger à apprendre toute la vie. Toute la vie. Mais voilà, qu'est-ce que veut dire maintenant apprendre? Apprendre à 20 ans, à 40 ans, 60 ans, 80 ans et encore au-delà. Les intelligences sont multiples aussi. Nous avons vécu une longue période sur l'intelligence cognitive au détriment du reste. Les intelligences sont multiples. J'assistais vendredi dernier à un concert de Claire-Marie Leguet, pianiste célèbre en France et au-delà, sur un concert de piano. C'était d'une intelligence extraordinaire sur le plan artistique, sur le plan de la maîtrise du piano. C'était remarquable, exceptionnel, ce que cette personne nous a fait partager comme moment. Les projets sont aussi de plus en plus variés. Et là, ce sont des éléments extrêmement positifs le fait d'avoir donc des horizons multiples. D'ailleurs, maintenant, quand un étudiant fait la médecine, et notamment s'il choisit l'option psychiatrique, en psychiatrie, on lui dira « Bon, d'accord, tu prends cette orientation, on sait à quel point c'est difficile de supporter ou d'accompagner pendant toute une vie des maladies mentales, c'est extrêmement lourd, difficile. » On lui dira « Bon, dis-moi, est-ce que tu as un autre projet dans la vie ?» Eh bien, si tu n'as pas d'autre projet, il faut réfléchir. Ce n'est pas indiqué de partir dans cette voie avec seulement ce seul projet. Voilà ce que j'ai entendu la semaine dernière auprès des professionnels du secteur de la psychiatrie. Alors, aussi, la distance entre famille et le couple, c'est une distance qui apporte des éléments extrêmement positifs. Et là aussi, il faut travailler, il faut savoir ce que c'est la famille, ce qu'elle apporte, quels sont ses besoins, mais également aussi le couple, ce qu'est un couple aujourd'hui, ses besoins aussi, et en tout cas, il faut savoir respecter et l'un et l'autre. Et donc, c'est fini cette superposition famille-couple, couple-famille. Donc, il faut pouvoir examiner l'un et l'autre, et ensuite les interactions. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont là aussi dans cette culture nouvelle. Et pour clôturer cette partie, c'est une phrase que Le Monde a publiée en première page, ça arrive très rarement à propos de l'éducation. Quand la famille va, tout va. Quelle que soit la structure de la famille. Bon. Donc c'est bien vous dire, ceci c'était en 94, donc ça fait 20 ans qu'on nous le dit, 20 ans qu'on nous le répète et nous y travaillons, mais il n'y a pas grand-chose qui change dans nos pratiques. Mais je dis bien, quelle que soit la structure de la famille monoparentale, homosexuelle, bon, voilà, j'ai aucun souci, c'est un lieu, c'est un creuset où se réalise fortement le développement humain. Et donc, peut-on encore éduquer aujourd'hui? Sait-on encore? Veut-on encore éduquer aujourd'hui? C'est de s'interroger sur les références. Quelles sont les références pour les parents? Devenir parent, être parent. Alors, le sens d'éduquer, là, je vais résumer parce que j'ai tellement de choses à vous dire, à vous montrer. Quelques éléments que je vais vous signaler. Déjà, saint Augustin, lui, ne savait pas très bien définir le concept de temps. Il dit, au fond, qu'est-ce que le temps? On ne sait pas très bien. Le temps qui passe, le temps chronologique, le temps vécu, le temps d'expérience, on ne sait pas. C'est encore aujourd'hui extrêmement difficile à définir le concept de temps. Eh bien, pour l'éducation, c'est un peu pareil.
C'est extrêmement difficile de définir ce qu'on entend par éduquer aujourd'hui. Surtout, et en plus, nous avons bien entendu, à l'appui de cela, de multiples théories pour comprendre l'éducation. Ça veut dire qu'il y a une polysémie du concept d'éduquer. Alors, très rapidement, on peut tout de même retrouver des balises. Et très souvent, on confond éduquer avec le conditionnement, et le concept d'habitus cher à la théorie de Bourdieu. Donc, bon, on dira, voilà, on est éduqué par conditionnement, d'accord, c'est un aspect. On est éduqué par la socialisation, oui, d'accord, au quotidien, on est socialisé. Mais est-ce que le conditionnement, est-ce que la socialisation sont synonymes d'éducation? Pas sûr, hein? Rien n'est moins sûr. Éduquer, c'est instruire. Vous avez entendu combien de fois, donc, c'est l'usage des savoirs, l'instruction, c'est l'école éduque. J'en suis pas sûr du tout. Hein. Elle enseigne, oui. Est-ce qu'elle éduque? Parfois. Dans quelles conditions? Oui. Donc, et puis, alors, dans quelles conditions est-ce que le conditionnement devient éducation? Dans quelles conditions est-ce que la socialisation devient éducation? Prenons le cas de la socialisation. Si vous lisez l'ouvrage Les mères du Troisième Reich, vous verrez qu'elles socialisaient leurs enfants. Elles apprenaient à leurs enfants à dénoncer leur père. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'éducation? Rien n'est moins sûr. Alors, ce que je propose, c'est que, en tout cas pour ma part, il y a éducation quand il y a émancipation. Pour moi, je m'engage, ça n'engage que moi, méfiez-vous. Pour moi, éduquer, c'est émanciper. Donc, dans une école, si j'assiste à un apprentissage, est-ce que cet apprentissage m'émancipe? Et c'est là que tout l'intérêt de la pédagogie Freinet, puisque Freinet était un des grands pédagogues, de Crowley aussi. Tous les grands pédagogues ont été sensibles à la dimension d'émancipation qui accompagne l'acte d'enseigner. Mais l'ordinaire de l'enseignement, c'est de l'enseignement. Ce n'est pas nécessairement de l'éducation. L'ordinaire de la socialisation aussi. Donc, l'éducation, c'est un acte qui émancipe, c'est-à-dire l'éducation permet à l'individu de dépasser les contingences du moment pour aller vers une situation autre qui lui permet de résoudre problèmes, difficultés, et en tout cas, il y a une notion de dépassement. Il y a éducation quand il y a donc émancipation, il y a émancipation quand il y a maîtrise de la situation en vue d'un dépassement, en vue d'une vie bonne, d'une vie autre, d'une vie meilleure. Et donc, dans ce cas-là, nous pouvons retenir le mot éduquer. Cela veut dire que tout acte n'est pas ipso facto éducatif. Tout acte n'est pas ipso facto éducatif. Il faut se le dire, il faut l'examiner. C'est là qu'à partir de ce moment-là, on verra qu'il y a parfois aussi pas mal de désilience, il y a parfois pas mal de régression. L'éducation, ceci étant dit, ne va plus de soi aujourd'hui. Alors là aussi, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le parent est un organisateur, un accompagnateur, un tuteur? Idem pour l'enseignant. Donc, là aussi, c'est beaucoup d'interrogations. Bref, nous vivons une mutation anthropologique. Nous vivons une mutation anthropologique. Et nous participons à l'avènement d'une nouvelle humanité qui se cherche, à laquelle nous participons de près ou de loin. Et à cet endroit, le mode d'être en société a changé. Le mode d'être en société a changé. De la naissance jusqu'au dernier jour, au dernier souffle. On ne naît plus aujourd'hui comme on naissait hier. Donc nous sommes vraiment dans une recomposition existentielle. Et nous assistons ainsi à l'émergence d'une nouvelle société de l'éducation. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle société de l'éducation qui se cherche. Et dont les modèles aujourd'hui sont loin d'être généralisables. Mais donc nous allons chercher des endroits où se trouvent des tentatives de composition de nouveaux modèles.
Donc, je disais, les enfants aujourd'hui grandissent, sont éduqués ou deviennent adultes, ils s'inscrivent dans la société, mais tout cela a profondément changé. Et il faut se dire aussi qu'on se cherche de Dieu et qu'il est difficile de définir à l'heure d'aujourd'hui les contenus de l'éducation. Très difficile de définir les contenus. Et à cet endroit, ce qui compte pour beaucoup d'entre nous, c'est de rester jeune. C'est de rester jeune. Voilà un horizon. Mais c'est aussi de savoir le qui suis-je et comment y parvenir. Qui suis-je dans ce monde en litige, dit le poète. Qui suis-je dans ce monde en désarroi? Question aussi, dans ce monde, c'est de savoir ce qui fait tenir ensemble. Qu'est-ce qui fait tenir ensemble? Une école, une famille, une équipe, un couple, une entreprise. Et dans ce questionnement, il y a une nouvelle valeur qui fait société aujourd'hui. Elle s'appelle consentement. Consentement, consentir. Tu viens jouer avec moi, tu viens faire une course avec moi, tu viens faire un travail avec moi. Non, j'ai pas envie. Vous entendez ça très souvent, j'ai pas envie. Tu fais ton devoir, non, j'ai pas envie. Donc, une des valeurs aujourd'hui dans cet univers qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est cette valeur du consentement. Mais si vous prenez le consentement, il faut aussi accepter le refus. Ah oui, le consentement, il n'est pas seul. C'est d'abord le refus, le droit au refus, le droit à dire non. Puis ensuite, le droit à consentir, puis le droit à accepter de participer, puis le droit à accepter de coopérer. Et puis le droit à s'impliquer. Voilà quand même un champ de balises qui est pertinent à la fois pour la famille, pour l'école, pour l'entreprise, pour la société. Vous voyez, quand on va voter en France, le nombre d'absentéisme, chez nous en Belgique c'est obligatoire, donc là c'est résolu. Sinon, une amende. Mais c'est ça cette nouvelle valeur, qu'est-ce qui fait société ? Donc il faut travailler. Et ce que je viens de vous dire, ça montre que les questions d'aujourd'hui sont les mêmes. Elles se posent au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'entreprise. Même combat. Donc nous quittons des discours qui étaient faits pour l'école, une didactique pour l'école, une méthodologie pour l'école, des discours au CNAM par exemple pour l'entreprise, professionnalisation, des discours pour le politique, la citoyenneté, tout ça est très bien, mais tous ces discours maintenant ont tendance, il faut les rapprocher, il faut les ramener à un même fondement, et de voir justement que signifie consentir et que signifie participer, coopérer, s'impliquer. L'école continue à ignorer ce que nous mettons en relief ici, elle continue à ignorer cette norme nouvelle. Et Dieu sait si les grands pédagogues, je le disais tout à l'heure, avaient très bien pressenti l'importance de ce consentement, de cette implication. Tout ça pour vous dire aussi que les pratiques d'éducation sont loin d'être homogènes, et ce n'est pas forcément un handicap. Alors, une autre idée aussi qui est très présente, c'est que le sentiment de construire la bonne vie est de plus en plus inexistant. Le sentiment de construire la vie bonne. Quel est le but que vous poursuivez aujourd'hui, si ce n'est de construire une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Des auteurs répondent d'ailleurs qu'à cet endroit, la vie bonne ne sera pas étrangère au développement de l'art, de la beauté. Il y a un bouquin que je vous recommande qui s'intitule « La beauté qui sauve ». La beauté qui sauve. Un excellent ouvrage. C'est pas Baudin, non. Mais le nom me reviendra. Alors, comment négocier cette nouvelle tension, cette nouvelle société? Et la grande question, c'est comment entre-t-on aujourd'hui en possession de soi-même dans ce monde
qui ne cesse d'éclater. Et la grande question, c'est comment accumuler les ressources et les moyens en vue d'une vie longue. Et je fais allusion à Marcel Gaucher, qui réfléchit beaucoup à cette question. Et donc, comment mener une vie heureuse, une vie émancipée, une vie pleine. Voilà, face à ça, qu'est-ce que l'éducation peut nous apporter? Je voudrais vous montrer une courte séquence d'un document extrêmement intéressant. Ça s'intitule « Les mémoires d'un bébé ». Je trouve qu'ils n'ont peut-être pas été assez sévères avec nous. Je trouve qu'Antoine, il est peut-être plus respectueux de ses parents. Je trouve que parfois, il faut savoir avoir des limites. Donc, et je pense que nous, nos parents, c'est peut-être la seule chose sur laquelle ils n'ont peut-être pas été assez sévères, c'est apprendre quand même certaines limites. Allez, Matou! Une certaine éducation permissive des années 70 est aujourd'hui fréquemment remise en question par ceux-là même qui l'ont reçue. La notion d'épanouissement de l'enfant est revue et même corrigée par la nouvelle génération. On le constate dans les cabinets des spécialistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une majorité des consultations d'enfants qui ne sont pas du tout dues, comme autrefois, moi il y a très longtemps je travaille, ça ne me rajeunit pas mais c'est vrai, mais il y a une masse de consultations d'enfants qui sont simplement en panne parce qu'ils n'ont pas les repères éducatifs qu'il faut, ils n'ont pas les limites qu'il faut. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas venir à table, il ne veut pas que je le baigne, il veut pas... C'est toujours cette phase d'opposition qui est naturelle entre 1 et 3 ans qui se poursuit indéfiniment. Comment poser des limites au quotidien sans aller à l'encontre de l'épanouissement de ses enfants? Pourquoi tant de culpabilité de la part des parents lorsqu'il s'agit d'exiger ou d'interdire? Ce soir-là, Mathurin, le plus jeune des frères de Tiphaine, a décidé, pour une raison qui restera mystérieuse, de ne pas dîner à sa place habituelle, en face de son frère, mais à côté. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu arrêtes. Bon, eh ben, j'enlève le repas. Rapport de force, il tente d'imposer sa volonté à maman. Attends, Mathurin, tu arrêtes. Attention, hein, je me fâche. Et tu me mets ici. Mathurin, je retire ton repas. C'est ce que tu veux? Ah, maintenant c'est pour toi. On se demande toujours est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien. Voilà, je me mets ici. Comme ça. Et voilà. En plus, quand on a 2 petits garçons vifs, c'est dur parce que parfois, on peut pas toujours être dur, on peut pas toujours, on sait pas s'il faut donner des fessées, s'il faut crier, pas crier, être ferme, pas être ferme. Et des fois, on est fatigué aussi. On peut pas toujours, on n'a pas toujours la patience en plus d'être calme, d'expliquer. Donc parfois, on peut être aussi, bon, allez, stop, ça suffit. Maintenant, c'est comme ça et terminé. Mais on n'y arrive pas toujours. Hop, hop. Allez, tu descends. Si t'as fini. J'essaie quand même de me poser des questions et de faire au mieux, mais bon, c'est pas toujours gagné, quoi. Les parents sont assez peu avec leurs enfants de nos jours. Ils ont des horaires de travail incroyables. Il faut qu'ils se dépêchent en rentrant d'assurer toutes sortes de choses, l'intendance. Ils ont peu de temps à passer avec leurs enfants. Et souvent, le temps qu'ils passent avec leurs enfants, ils n'ont pas envie de faire les pères fouettards. Mais mettre une limite, pour eux, c'est assimiler à faire le père fouettard. C'est pas assimilé comme étant un bon parent. Si tu écris par terre... Les approches les plus récentes montrent que cet enseignement des limites devrait commencer très tôt. Dès les premières années de la vie, si on veut éviter que l'enfant roi ne tourne à l'enfant tyran. T'as une table, c'est pas pour écrire par terre. Qu'est-ce que c'est que éduquer? C'est conférer à un nouveau-né en train de grandir la conviction qu'il n'est pas le centre du monde et que l'autre existe. Il y a des interdits préverbaux. Tout enfant dans les bras de sa mère met les doigts dans la bouche. On rigole, on lui fait un bisou. Met les doigts dans le nez. On rigole, on lui fait un bisou. Met les doigts dans les yeux. Un interdit préverbal a été annoncé. Tous les enfants baissent la tête, mettent les mains derrière le corps, comprennent cet interdit préverbal. Pourquoi est-ce que les parents d'aujourd'hui ont du mal à se montrer autoritaires et à éduquer leurs enfants? Je crois que c'est parce que ça oblige les parents
à sortir d'une relation où on est gratifié immédiatement du sentiment d'amour. L'amour parental, ça ne peut pas se réduire au sentiment. Tu te calmes, je suis au téléphone, tu commences à m'agacer. Tu attends, je suis au téléphone. Tu attends, je suis au téléphone. Tu l'auras après. L'enfant, c'est le seul objet d'amour que nous ayons en tant qu'être humain, donc il va falloir que nous nous séparions. Grandir, c'est se séparer de plus en plus. L'enfant se sépare de plus en plus de ses parents et les parents doivent accepter de plus en plus de se séparer de lui. Ce document, si vous avez l'occasion de le visionner, n'hésitez pas, c'est extrêmement intéressant. C'est un excellent survol des grands problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, ça résume en quelque sorte déjà un peu ce que j'ai pu vous dire. La question qui est posée ici, c'est celle de la sévérité, c'est celle des limites. Est-ce qu'éduquer, c'est poser des limites, sans doute. C'est l'éducation permissive, oui, mais jusqu'où? Mais c'est de dire aussi que l'épanouissement de l'enfant, c'est dit dans ce document, cet épanouissement serait en panne. Et que nous, donc, les parents manqueraient de repères. Vous avez entendu aussi le concept de culpabilité des parents. Comprendre en tout cas le processus qui est en jeu est une des grandes questions. Quand vous voyez cet enfant qui veut manger à côté de son frère, et que la mère lui dit non, elle retire son assiette, elle le sanctionne, et il veut aller à côté. Est-ce que c'est un processus d'imitation? Est-ce que c'est des prémices du développement d'un idéal du moi? En tout cas, il se passe des choses. Et la question est qu'est-ce que l'adulte décrypte de ce comportement? Il y a un interdit, c'est entendu, et puis par la suite, il y a un retour au câlinage, et donc avec le pouce dans la bouche, il y a un moment de régression. Enfin voilà, éduquer, c'est affronter toutes ces situations, c'est de les traverser. Au mieux. Freud le disait lui-même, de toute façon, faites comme vous voulez, de toute façon, ce sera mal fait. Ça, c'était la pensée de Freud, c'était au début du XXe siècle, mais maintenant, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a quand même des pratiques qui sont maintenant porteuses d'interrogation, de réflexion, d'analyse aussi, et à partir desquelles, d'ailleurs, les parents évoluent largement dans cette direction aujourd'hui. Ils veulent comprendre, ils le demandent, ils le souhaitent. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que ce qui est montré là, ce qui est débattu par les experts, et nous allons aller voir, ça touche aux réponses que nous cherchons. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà. En fait, ce que je vous montre, c'est, je rentre maintenant dans une autre dimension qui est celle de chercher des solutions, en tout cas un cadre. Ce qui est montré dans le document, c'est le problème des structures. C'est celui-là que vous avez entendu dans le discours, hein, une éducation structurée, des repères. C'est là d'ailleurs qu'on parlera volontiers de discipline. Et puis vous avez vu aussi la mère, hein, qui cajole son enfant à un moment donné. Donc, dans ce qu'on a entendu, on a ces deux éléments présents. Mais je vous montre ceci, c'est pour vous indiquer aussi qu'il y a d'autres éléments qu'il convient de prendre en compte. Donc, peut-on éduquer aujourd'hui? Sait-on éduquer aujourd'hui? Veut-on éduquer? Il y a en tout cas une base qui nous est proposée. Ce qui est proposé ici, c'est une synthèse des travaux qui sont menés à la fois en psychologie, en sociologie, dans le domaine de la psychanalyse aussi, dans le domaine du comportementalisme, en éthologie aussi. Donc nous avons ici passé en revue les travaux qui abordaient le problème d'éducation pour vous proposer donc, ces repères que l'on propose de travailler avec les adultes parents, mais je vous dis aussi que ces repères peuvent être travaillés aussi avec les adultes enseignants, et y compris c'est un paradigme qui convient aussi pour être travaillé dans l'entreprise, pour être travaillé dans la société avec les politiques. Comment est-ce qu'un politique dans ma commune peut susciter chez ses citoyens l'attachement de ces citoyens à sa politique, à sa commune. Donc,
Voilà, alors vous voyez qu'il y a le problème de l'affiliation, hein, le besoin affectif, de besoins cognitifs, sociaux et besoins de valeur. Pour répondre à cette question essentielle de qui suis-je, et cette identité qui est à la base de l'éducation. L'éducation va donc nous conduire à créer chez l'individu une prise de conscience de son identité. La voici donc amorcée. Le qui suis-je, sur le plan donc, des besoins affectifs à satisfaire, des cognitifs, sociaux et de valeurs, pour l'affiliation qui renvoie au problème du lien, et vous dire aussi qu'il y a actuellement une crise du lien, donc si l'éducation est en crise, la crise se retrouve ici, crise du lien. Cette affiliation va se répartir en 3 grandes dimensions. Aujourd'hui en psychologie, presque la moitié des travaux portent sur l'attachement, et notamment le concept d'attachement sécure et l'attachement insécure. Donc l'attachement sécure étant une voie extrêmement positive et recherchée pour la consistance, la cohérence de l'individu. Et puis nous avons évidemment l'acceptation, être accepté, c'est toute l'approche rogerienne qu'on va voir apparaître dans les pédagogies, et puis l'investissement, c'est-à-dire comment remplit-on l'enfant d'avenir? Comment remplir d'avenir un enfant? Comment le politique va-t-il nous donner un avenir? Vous voyez les élections récentes et les événements en France, c'est la question, mais quel avenir avons-nous? Qu'est-ce que le politique peut nous donner comme réponse pour nous donner un nouvel avenir? Donc voilà, ce paradigme n'est plus un paradigme uniquement proposé pour la famille, mais il est utilisable pour tous les lieux de développement humain. Ce qui fait qu'à partir de cet élément, nous allons pouvoir discuter. Nous travaillons d'ailleurs dans les entreprises, avec une entreprise à Charleroi. Nous discutons avec des travailleurs parents pour poser la question du développement humain, de leur développement, du développement de leur enfant, avec ces différents repères. Évidemment, il me faudrait un temps considérable pour développer chacun des points. Je vais juste me limiter à vous montrer qu'à chacun des besoins que je viens d'évoquer, il y a une pédagogie de référence. Et voilà des choses que nous avons, que nous possédons dans nos tiroirs. Et s'il y a un commentaire à faire ce soir, peut-on encore éduquer, veut-on encore éduquer? La réponse c'est oui, éduquer en recourant à ces différentes pédagogies. Si je visite une école, si je visite une famille ou un lieu, est-ce que les individus qui vivent dans ce lieu ont le droit de voir se développer pour eux, avec eux, les différentes pédagogies que je passe rapidement en revue. Vous avez la pédagogie des expériences positives pour l'attachement. Ici, voilà, ça pour l'attachement. Vous avez la pédagogie humaniste rogerienne pour l'acceptation, la congruence, l'authenticité, droit à l'authenticité des êtres, des personnes, des collègues, des parents, de son copain. Ce sont tous des éléments qui ont joué un rôle important dans le développement d'identité. La pédagogie du projet, avoir des projets, comme je vous disais tantôt, quand on a un projet, on a un destin. Oui. Pédagogie différenciée pour la stimulation. L'être humain a besoin de stimulation. Trop de stimulation est nuisible aussi. Mais trop peu de stimulation conduit à la mort psychique. Ensuite, l'expérimentation, qui est une dimension capitale depuis avec la modernité, et les travaux de Piaget ont très bien insisté sur le développement de l'intelligence par et avec l'expérimentation. Donc la pédagogie active, la pédagogie des compétences, de la maîtrise, avec la notion de renforcement. Nous avons tous besoin d'informations susceptibles de renforcer les actions qui sont engagées et nous informer sur l'état d'avancement. Une pédagogie interactive pour la communication. Il y a tant de formes à utiliser en termes de communication et donc faire le point sur la pédagogie interactive. La considération,
il y a une pédagogie qui s'appelle la pédagogie du chef-d'œuvre, où l'individu va présenter son travail devant un auditoire, devant un groupe, et donc pour présenter son œuvre, faire de sa vie une œuvre dont on est le chef. Ce qui évidemment va donner pas mal de considération. À l'heure d'aujourd'hui, l'école de Francfort continue, après les travaux d'Habermas, continue fortement à travailler sur ce concept. Et avec raison. Et puis les structures, une pédagogie institutionnelle. Oui, des règles, oui, une discipline, mais il faut cesser de penser que les enfants sont indisciplinés, qu'ils n'ont pas le sens de la règle et qu'ils n'ont pas besoin de discipline. C'est faux. Dans les travaux que nous avons menés avec ce paradigme, lorsque les résultats nous sont arrivés, nous demandions quel serait le besoin qui allait apparaître en premier, comme étant le besoin premier à partir duquel les autres allaient se développer. Pratiquement tous dans notre équipe, on s'attendait à voir l'attachement apparaître en premier, mais pas du tout, c'est le besoin de structure. Les enfants, dès qu'ils naissent, ont besoin entrent dans un monde structuré. Ils ont besoin de structure. Mais ce n'est pas la structure qu'on leur propose. Et voilà pour ce qui fait que bien souvent, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas disciplinés. Non, ils ne veulent pas de notre discipline, c'est leur discipline. Mais encore faut-il discuter avec eux et voir. Et si vous discutez avec eux, vous verrez, ils sont même trop disciplinés. Il faudra prendre garde, parce qu'ils vont développer des règles multiples et dont il faudra aussi les prendre en compte et examiner l'impact, parfois le débordement. Donc, voilà, se développer. Et puis vous avez aussi ce plan d'idéologie, ce plan de la connation, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait agir. C'est en faveur de valeurs qui sont des valeurs de bien ou de bon. C'est en fonction du vrai. Oui, ça c'est vrai, j'y vais. Ou bien c'est en fonction de la véracité. Et là, de ce côté, vous avez toutes les pédagogies qui sont concernées. Donc, moralité, oui, éduquer à coup sûr aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout démunis, que du contraire. Mais encore une fois, faut-il regarder et rendre cohérent ce champ en question. Et voilà, donc une proposition qui en entend d'autres, bien entendu. Ça va me permettre maintenant de... Donc, je vais vous donner un survol des différents besoins. Chaque besoin, donc, peut être mis à l'étude, mais je vais aller vous montrer d'autres informations. Alors, maintenant que vous avez vu ce qu'il en était, les incohérences du monde d'aujourd'hui, on a vu les experts, les difficultés rencontrées, un cadre avec lequel on peut maintenant naviguer. La question qui se pose, oui, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'en réalité, ce que je vous ai dit, on le trouve en réalité sur le terrain, dans la vie quotidienne? Alors, une autre étude que nous avons menée sur plus de 30 ans, nous avons comparé ce qu'était l'éducation il y a 30 ans et ce qu'est l'éducation aujourd'hui. Alors, je vous passe les éléments techniques. Donc, sur l'étude longitudinale qui a été menée, il y a 4 ouvrages qui ont été publiés sur une population d'enfants nés en 68 dans une population de 21 000 habitants. Et donc, on a étudié le milieu social, l'adaptation sociale, la personnalité, les attitudes, les comportements, le développement cognitif des enfants, l'adaptation scolaire. Ça a été donc des travaux très lourds, très importants. Et la question, c'est dans quelle mesure les parents de la deuxième génération reproduisent-ils les comportements éducatifs de leurs parents? Donc voilà, sur 2 générations, que se passe-t-il? Puisqu'aujourd'hui nous en sommes rendus à cet endroit, cela nous vient-il de quel endroit? Comment ça se passait hier? C'était mieux hier, c'est mieux aujourd'hui? Alors il y a 2 réponses. La première réponse, c'est une réponse conjoncturelle. Donc on va voir d'une génération à l'autre, il y a effectivement une rupture. Ce qui se passe, on éduquait hier et on éduque aujourd'hui, c'est 2 mondes totalement différents. Vous le voyez ici, voilà la génération 2, la génération 1 est là. On voit que c'est 2 mondes, c'est 2 sociétés totalement différentes.
Et alors, il y a 4 niveaux de changement. Je vais les passer en revue rapidement. Ce qui a changé, c'est le statut des personnes. Nous avions la dominance du parent dans la première génération, donc dans les années 68 et 70. Aujourd'hui, nous avons la dominance de l'enfant. L'enfant domine. Nous avions l'apprentissage rationnel. On expliquait, et puis il fallait, entre parenthèses, au point de vue politique, dimanche en écoutant les élections en France, c'est toujours le même argument qui apparaît. Nous n'avons pas expliqué rationnellement suffisamment à la population quelle était notre politique. Donc c'est exactement le même niveau, alors qu'aujourd'hui l'apprentissage, il est relationnel. Relationnel. Et si on regarde aussi en matière de politique, vous pouvez vous apercevoir que dans les cités qui ont maintenu en place des responsables politiques, sont des responsables politiques qui ont beaucoup travaillé sur le relationnel. La pédagogie était opératoire, les différentes opérations successives à exécuter. Aujourd'hui, la pédagogie est émotionnelle. C'est tout à fait autre chose. Le consentement. Ça me plaît, j'ai envie, pédagogie émotionnelle, il faut travailler sur l'envie, sur le consentement, sur le désir. La tâche était, dans la précédente génération, une finalité. Aujourd'hui, la tâche est un moyen. La tâche est un moyen pour entrer en relation, pour créer donc une qualité relationnelle, et notamment dans les familles recomposées. Les nouveaux conjoints proposent des tâches et qui sont très importantes, mais en tout cas, la tâche n'est pas une finalité, c'est un moyen pour développer des relations. Les relations, maintenant, le parent était le guide, aujourd'hui, c'est davantage le soutien. Le parent, donc, aujourd'hui, son rôle est davantage un rôle de soutien. Nous avions entre l'adulte et l'enfant une distance nécessaire qui fut très grande il n'y a pas encore si longtemps. On ne parlait pas à table. On a connu ça. Certains se souviennent de ces pratiques. Ce sont les adultes qui causent et pas les enfants. Aujourd'hui, c'est plutôt une proximité nécessaire qui se travaille. C'est même parfois une proximité par annulation, c'est-à-dire par fusion. Nous avions donc des relations qui étaient centrées sur le rapport de pouvoir. C'était essentiellement un rapport de pouvoir. Nous avons aujourd'hui des relations centrées sur un rapport de persuasion. Comment persuader mon enfant d'apprendre les mathématiques, alors que moi j'ai toujours échoué, j'ai jamais aimé ça, mais il faut bien y passer. Comment vais-je faire? Comment s'y prendre? Alors, l'émancipation, elle était dans la première génération surtout une socialisation holiste. On avait d'ailleurs des enfants, on en faisait des ouvriers, un médecin, un notaire, un militaire. Donc, la socialisation était holiste. Donc, et en plus, on devenait adulte lorsqu'on procréait. Aujourd'hui, la socialisation est tout à fait individualiste. Tout à fait individualiste. Dans une même famille, vous avez des individualités très différentes. Hier, l'émancipation se faisait par l'action, aujourd'hui, elle se fait par la relation. Évidemment, l'action n'est pas pour autant loin d'avoir disparu, mais elle est subordonnée à la qualité de la relation. Et nous avions un rapport objectif au monde, et nous avons aujourd'hui un rapport subjectif au monde. Il faut que ça résonne en moi. Alors, ça c'était les premières observations. Donc, la conjoncture est telle qu'aujourd'hui, on a une société totalement différente. Voilà des éléments dont l'école doit évidemment tenir compte. Les enfants qui arrivent à l'école aujourd'hui ne sont plus les élèves d'hier. Il faut s'en rendre compte, il faut s'adapter à ce changement. Ce ne sont plus les mêmes enfants, ce ne sont plus les mêmes élèves. Ils n'ont plus du tout les mêmes besoins. Et maintenant, on va jeter un œil sur un autre phénomène, toujours dans cette évolution. Alors, c'est la réponse structurelle, c'est-à-dire on va regarder d'une génération à l'autre s'il y a une certaine continuité. Et là, je vais vous montrer
Voilà, donc ça, vous avez une génération 1, génération 2. Regardez un peu ceci. Ici, dans la génération 1, vous avez les familles au capital faible, donc les familles défavorisées. Là, les familles au capital favorisé. Donc, on va voir dans la société d'aujourd'hui ce qui va se passer. Eh bien, regardez ceci. Les pauvres hier sont encore pauvres aujourd'hui. Les riches d'hier sont riches aujourd'hui. Donc, malgré que la société a totalement changé, nous voyons néanmoins une continuité. Alors, en synthèse, rupture ou continuité, c'est rupture et continuité. Donc, les mutations sont conjoncturelles et les stabilités sont structurelles. Donc, on a une société en mutation, mais on a malgré tout une structure sociale stable. Donc, rupture, continuité, voilà. Pour vous le montrer d'une autre façon, voici pour vous indiquer. Voilà, donc j'ai un peu vite. Je voudrais maintenant vous montrer un autre phénomène qui est très, très, très important et peut-être c'est l'endroit qui nous inquiète le plus. On va regarder maintenant l'intérieur des groupes sociaux et des objectifs éducatifs qui sont très différents des sous-groupes sociaux à l'intérieur d'une société. Et on va notamment regarder les pratiques pédagogiques qui sont privilégiées par le groupe social. Voilà, par exemple ici, voilà, si ceci représente la société, nous avons un premier groupe qu'on va appeler familialiste, parce que là aussi ils sont centrés sur l'espace familial. Et puis un groupe ici qu'on va appeler les fonctionnalistes, ils ont un métier dans la société, ils font fonctionner les éléments de base d'une société, la propreté, l'organisation du système social. Puis il y a ceux qui vont hériter des métiers de leurs parents. Puis il y a ceux qui font des études et qui ont un diplôme et qui vont le faire savoir, qui ont exigé aussi des salaires en correspondance. Et puis il y a ceux qui ont le développement le plus supérieur. Les voilà. Alors, voilà un peu en matière d'éducation, quelles sont les valeurs prônées par ces différents groupes, pour vous montrer la diversité qu'il y a en matière d'éducation dans nos sociétés. Ceux-ci sont encore actuellement stables, celui-ci est en train de muter. Celui-ci, donc, c'était contrôler l'enfant comme valeur centrale. Aujourd'hui, ce groupe-là est complètement dépassé, il n'en sort plus. Ils vont s'adresser aux enseignants pour leur demander de l'aide. Les familles monoparentales sont débordées. N'arrivent plus, alors qu'elles développaient un très fort contrôle au niveau de l'enfant. Ici, c'était transmettre les règles sociales pour vivre en société, donc il faut respecter les règles sociales, alors on a une identité. Chez ceux-là, c'était l'essentiel de se débrouiller. Ici, c'est développer le développement cognitif et social, et là-bas, c'est se montrer attentif au vécu de l'enfant. Voilà, vous montrer d'abord qu'on a une société avec des pratiques éducatives très différentes, des visées très différentes, mais ce qui est le plus inquiétant, le plus important, sont les pourcentages qui sont là. Alors, ces pourcentages, ça veut dire que nous avons été en mesure nous avons réalisé des films, nous avons filmé à l'intérieur les pratiques éducatives dans les différents milieux, pour constater que ces familles que voici utilisaient seulement 7% du capital pédagogique qu'il est possible d'utiliser. 7%. Ces enfants arrivent dans les écoles avec certains maîtrisent 800 mots, et alors que ceux qui vont arriver là-bas, ceux-là utilisent 41% des pratiques pédagogiques que j'ai évoquées tout à l'heure, les différentes pédagogies. Donc sans formation, sans apport organisé, nous voyons que ici, nous avons donc une carence manifeste en matière de pratiques d'éducation. 13%, 15% et 17%, c'est loin d'être très élevé, mais que néanmoins, ce groupe-là arrive à utiliser 41% du capital pédagogique. Et justement maintenant, pour arriver à clôturer notre présentation, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire en sorte que ceci puisse changer. Eh bien, notre proposition, c'est, au vu de ces différents aspects, c'est de créer des cités de l'éducation. Ça veut dire d'essayer de rassembler les énergies, de rassembler tous ceux qui sont préoccupés par l'éducation. Et donc là, ce sera à la fois
les parents, ce sera à la fois les enseignants, ce sera également nous intéresser à ce qui se passe dans les entreprises, dans la communauté. Et pour cela, nous avons donc œuvré dans ce sens et nous avons donc travaillé sur la coéducation. Ce que je vous dis a fait l'objet d'un grand projet développé à Charleroi, dans une ville de 250 000 habitants. Nous avons travaillé avec les enfants des écoles maternelles de 3 à 6 ans, avec les parents, avec les enseignants, et nous avons apporté donc un soutien à la parentalité. Donc c'est travaillé à partir de l'école maternelle. Les 2 missions qui ont été travaillées, c'est de protéger et d'émanciper à la fois les enfants et les familles. Et ce que je veux vous montrer, c'est, je vais aller directement au tableau, qui va vous montrer où se trouve la cité de l'éducation, les 3 axes, le voici. Donc ce que nous voulons, c'est rassembler les pédagogues, les associer aussi aux scientifiques, les associer aussi aux responsables politiques. Les responsables politiques donc, sont responsables aussi des familles. Et donc là, à l'intérieur, nous sommes en train de créer le concept de cité de l'éducation. Nous l'avons fait donc à Charleroi. Et donc là, nous avons mis en place un programme de langage. J'ai essayé de vous montrer rapidement, voilà. Ce sont des activités de langage qui ont été rassemblées, constituées avec les parents et les enseignants. Parce que tout simplement, le langage est un élément qui rassemble. Il y a actuellement un fort déficit de langage chez les enfants, chez les adultes aussi. Et donc un accord a été trouvé. Nous avons rassemblé les activités de langage qui sont pratiquées à l'école et dans la famille, sous forme de petites brochures, avec pour l'enfant une peluche qui s'appelle Polo. Et les enfants donc jouent à l'école avec un ensemble d'activités de langage avec la petite peluche, rentrent à la maison et vont apprendre à leurs parents les mots de vocabulaire qu'ils ont appris à l'école. Et le principe élémentaire important, c'est que si tu veux apprendre, commence par enseigner. Donc les enfants enseignent à leurs parents. Et si vous voulez qu'un enfant apprenne à parler, il faut commencer à apprendre à sa mère à parler. Et donc l'enfant apprend. La mère joue le jeu, entre dans le jeu. Je vais d'ailleurs vous montrer une petite séquence d'une enfant qui s'exprime au sujet de ces activités. Bref, pour vous dire que ce type de programme a amené tous les enfants à progresser. Donc ceux qui au départ arrivent à l'école primaire avec 800 mots de vocabulaire maîtrisés, à côté d'un enfant qui en maîtrisait 1800, ce qui était insupportable, ce qui fait que c'était déjà la fin de tout espoir. Ce type d'intervention, ce type de projet permet de réduire les écarts. Tous les enfants progressent. Et voici cette petite merveille qui permet aux jeunes enfants, en tout cas, d'enseigner, d'apprendre à leurs parents. Je vais vous... Donc ici, en tout cas, c'est pour vous dire qu'on a des zones d'éducabilité qui sont inexploitées à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des zones d'éducabilité inexploitées, notamment au niveau du langage. Donc les gains langagiers sont extraordinairement positifs. La dynamique relationnelle s'est accrue. On a une meilleure intégration des enfants, il y a moins de violence. Et puis nous sommes en train de créer un réseau international, donc les pays et les cultures. Nous avons beaucoup de développement en Italie, en Espagne, au Portugal. Et pour vous donner ma conclusion rapide, mais je vais vous faire entendre une séquence tout de suite après de ces enfants qui parlent, ce sera évidemment de vous dire que l'essentiel, c'est d'avoir un projet pour l'enfant, et à partir de là, l'enfant donc a un destin. Mais je vous montre immédiatement cette petite séquence. Bonsoir à tous. Enrichir le vocabulaire des élèves de maternelle, c'est possible, et cela grâce à un petit lapin prénommé Polo. Enrichir le vocabulaire des élèves de maternelle, quel que soit leur milieu d'origine, c'est l'objectif d'une action menée par l'Université de Mons dans des écoles d'Etterbeek, Charleroi et Perouet. Et tout cela grâce à un petit lapin prénommé Polo. Je ne vous en dis pas plus, regardez le reportage d'Isabelle Palmitessa.
Dans ce panier se cache Polo, un petit lapin qui n'a l'air de rien, mais attention, il connaît des centaines de mots qu'il va partager avec les élèves de maternelle. Dans la classe de Madame Yasmine à Perruet, c'est un copain qui fait le lien entre les mots prononcés à l'école et ceux que l'on partage en famille. C'est ce qu'on appelle pompeusement, mais il faut oublier le nom, un objet transitionnel, c'est-à-dire un petit objet auquel tout le monde est attaché, parce qu'il doit nécessairement être très mignon, parce que tout le monde doit avoir envie de l'emporter avec soi, pour qu'on puisse effectivement ne plus avoir peur d'utiliser des mots dans les différentes bains de vie dans lesquels on se trouve. Avec nos grands fascicules, nos grandes photos, on va pouvoir communiquer facilement avec les enfants en leur apprenant des nouveaux mots, en leur reprenant surtout sur les mots, parce que le langage, c'est un bon bagage. Et il va y avoir des plus petits fascicules, chacun aura leur petit fascicule pour retourner à la maison et pouvoir travailler avec papa et maman. Madame, elle est où? Il est où ce ballon? Cette action de coéducation, subsidiée par la communauté française, a été mise sur pied par le service du professeur Pourtois de l'Université de Mons. Elle part d'un constat alarmant. Beaucoup d'enfants entrent en primaire avec un vocabulaire très pauvre. Un enfant de milieu défavorisé sort de maternelle avec 700 mots. Un enfant de milieu favorisé, il sort avec 1700 mots. Donc l'écart va être très difficile à combler après dans l'enseignement, je dirais, primaire. Et va encore souvent se creuser au-delà. Certains vont baragouiner des idées, d'autres vont expliquer des pensées. Et l'écart va devenir énorme entre les deux. Présent depuis 3 ans dans les écoles communales de Charleroi, Polo y a engrangé d'excellents résultats. Les chercheurs de l'Université de Mons ont noté un gain de vocabulaire chez tous les enfants, mais surtout chez ceux dont la langue maternelle n'est pas le français. En fait, c'est nous qui avons dire les fruits, les légumes à nos mamans, à nos papas ou à nos tontons. Et les parents jouent le jeu ? Je pense, oui, parce que l'enfant est fier, c'est quelque chose qu'il maîtrise dans la classe. Et donc, d'y faire participer ses parents, c'est quelque chose d'assez dont on est fier, je pense, quand on revient. Le programme est actuellement appliqué à Charleroi, Etterbeek et Perruet. En septembre, il sera accessible à toutes les écoles qui voudront accueillir ce lapin doué pour effacer les inégalités. Voilà, donc pour conclure, c'est un exemple du champ des possibles. Lutter contre l'inertie, contre l'atmosphère ambiante, et puis voilà, donc c'est ce projet de coéducation. À côté de ceci, il y a aussi un programme d'éducation familiale qui est développé en direction des parents. Donc pour ce que vous avez vu tout à l'heure, les différents besoins psychosociaux, des activités sont développées avec eux, et ainsi que les différentes pédagogies que j'ai signalées tout à l'heure. Bon, voilà, moralité, tout espoir n'est pas perdu. Le pédagogue doit continuer à croire à ce qu'il fait. Mais en tout cas, la chose la plus néfaste serait de rester sur place, de rester inactif, voire de régresser. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que nous gardions confiance, cette confiance nécessaire pour que demain, demain, si on ne sait pas où on va, mais on peut en tout cas y aller avec la certitude que nos enfants seront à la hauteur et feront face aux difficultés qu'ils vont affronter, mais avec une identité sécure, voilà, une identité sécure et des ressources aussi consistantes, et que là au moins, nous, les adultes que nous sommes, on aura contribué à ce développement de ces ressources de qualité pour leur bonheur et le bonheur de tout à chacun. Voilà, merci.